Alors, merci beaucoup de cette introduction. Et pour introduire mon propos, je voudrais, à propos de cette image, vous dire que beaucoup de gens pensent que c'est un écosystème terrestre. Beaucoup de gens ont peut-être vu des images comme celle-là en se disant que les écosystèmes terrestres étaient beaux. Mais si vous pensez que c'est un écosystème terrestre, alors vous me rappelez ces poux qui discutent cramponnés à des poils et qui contemplent cette surface rose dont sortent des piliers noirs, le cuir chevelu de leur hôte, en se disant entre eux, c'est beau un homme. En fait, tout ça n'est que la pellicule du monde, la pellicule des écosystèmes terrestres. C'est beau, mais c'est là que ça se passe. Et donc, je vous propose qu'on s'enterre quelques instants ensemble. Il y a un plaisir réel à s'enterrer, car ce que je vais vous montrer, c'est rien moins que ce que sont les écosystèmes terrestres, et d'une certaine façon, en réalité, l'origine du monde tel que nous le connaissons. Il faut réaliser que ce sol est plein de vie. C'est un sol vivant, vivant de multiples organismes. Les premiers organismes qui habitent le sol sont les champignons. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre parce que les champignons, on les récolte en forêt ou on les récolte dans les prairies, ils ont l'air en surface. Oui, mais ceci n'est pas un champignon. Ceci n'est que la partie par laquelle le champignon se reproduit. Et les lamelles ici, ou la partie inférieure du champignon que Maët a ramené, et d'ailleurs caché, non, qui est encore là, ceci n'est que la partie qui produit des spores. Une fine poudre de cellules qui, tombant au sol, vont être capables de germer. Lorsqu'elles germent, elles émettent en fait un filament. Un filament qui est microscopique, tout aussi microscopique qu'elle, et qui est, par sa croissance, qui va donner par sa croissance ce qu'est le champignon. Car ce filament grandit, alors là c'est accéléré bien sûr, grandit, se ramifie, se lie, s'anastomose, forme des réseaux avec les autres filaments, un réseau complexe qu'on appelle en fait le mycélium. Et c'est cette partie souterraine que vous devinez ici sous le pied du champignon comme un feutrage blanchâtre, c'est cette partie souterraine et microscopique qui est le champignon. Ce que vous en voyez est juste l'organe reproducteur et moi je vous parle dans le sol de cette partie vitale faite de filaments microscopiques et qui font au fond des champignons, des microbes. Alors les champignons ne sont pas les seules petites choses à voir dans le sol. Il y a également des bactéries. Je vous ai mis là quelques bactéries unicellulaires, en petits chapelets, en paquets, notamment ces streptomyces qui appartiennent aux actinobactéries et qui sont des bactéries qui vivent en chaînette. Des bactéries, il y en a plein dans le sol. Et ces fameuses actinobactéries, comme les streptomyces, ont la caractéristique de produire une molécule odorante, la géosmine, qui, comme son nom l'indique en fait en grec, est l'odeur de sol. Si vous avez déjà senti de la terre, cette odeur de terre très caractéristique, eh bien, il s'agit tout simplement de la géosmine. Et donc, l'odeur de terre nous raconte que nous avons tous croisé dans notre vie les actinobactéries. Alors, bactéries, champignons, c'est pas tout. Il y a aussi des choses qu'on appelle des amibes. En voilà une filmée en vitesse réelle cette fois-ci, qui vous révèle que ces amibes sont des espèces de gels déformables. Ils sont formés d'une cellule qui se déforme et qui, par cette déformation, avance ou avale des bactéries. Les petits points ou les petits filaments que vous voyez à l'écran sont aussi des bactéries et c'est ça que mangent la plupart de ces amibes. Voilà encore des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont fréquentes dans les sols où elles se meuvent en dévorant des bactéries. C'est tout ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les sols ? Alors, on me dit qu'il y a des animaux. Moi, c'est pas à ça que je penserais en premier. Bien sûr, il y a des animaux, mais on ne va pas continuer avant que vous ayez trouvé ce qu'il y a d'abord avant les animaux. Mais les vers de terre sont des animaux. Il y en a, c'est promis, je vous en montrerai. Mais quoi d'autre ? Allez, je vous aide. C'est ce qu'on voit partout sans le voir. Mais les végétaux, voilà, nos paysages sont truffés de végétaux. Mais sous terre aussi, le tiers de la masse du végétal se trouve sous terre. Et donc, il y a aussi des racines. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais ok, le végétal, il n'habite pas que sous terre. Ok. Mais il y a quand même des racines. Et puis, il y a aussi des animaux. Alors, je vais quand même vous en parler. Vous avez ici un petit film où vous voyez courir un colambole en bas à droite. Au milieu, un pseudoscorpion, tiens, là on le voit de près avec ses pinces impressionnantes, est en train de se déplacer à la recherche de proie. Encore un colambole, des tout petits vers microscopiques, les nématodes. Un acarien, entre des filaments de champignons, qui doit être en train de dévorer d'ailleurs. Un mille-pattes, un prédateur inquiétant.
de grande taille celui-là. Un vrai ver, pour le coup, proche des lombrics dont vous me parliez tout à l'heure, un insecte. Oui, il y a plein de groupes différents dans le sol. Et pour le coup, les voilà à l'écran. Alors bien sûr, il y a les vers de terre auxquels on pense d'emblée, mais il y a aussi les acariens, il y a aussi des colamboles, des pseudo-scorpions, dont l'armement vous montre que certains de ces animaux mangent d'autres animaux, et puis des vers microscopiques, les nématodes. Et la plupart de ces animaux, quand ils ne mangent pas d'autres animaux, ce qu'ils mangent dans le sol, c'est pas de la matière organique morte, des microbes. Et où les trouver? Et bien sûr de la matière organique morte. Mais dites-vous bien que tout ce monde-là mange du microbe en moyenne, voire mange des animaux qui ont mangé du microbe. Bref, ce sol, il est habité. Et dans un gramme de sol forestier de chez nous, c'est de l'ordre d'1 million de bactéries appartenant à des milliers d'espèces différentes que l'on trouve. Dans ce même gramme, il y a des milliers d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Et au total, par hectare, vous avez 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et une toute petite tonne et demie d'animaux auxquels vous avez pensé d'emblée, mais dommage. Ils sont moins abondants que ce qu'ils mangent, les racines et les microbes, et ça c'est normal. Alors finalement, ces quelques 12 tonnes environ représentent l'équivalent de, selon leur taille, 150 à 250 moutons par hectare, que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Il y a là 25% des espèces décrites, et de nombreuses espèces inconnues, notamment parmi les microbes. Rien qu'en France, on compte dans nos sols au moins 115 000 espèces de bactéries. Comparez ça à moins de 600 espèces d'oiseaux et moins de 200 espèces de mammifères. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et puis, ce sol, il abrite au total entre la moitié et les 3/4 de la biomasse vivante. Et si vous ajoutez la biomasse morte, feuilles mortes, animaux morts, microbes morts qui se trouvent dans le sol, c'est 60 à 90% de la matière organique totale qui se trouve là. C'est là que ça se passe. Vous n'êtes qu'à la surface du monde. Vous vivez dans la banlieue de l'endroit où ça se passe. Et en réalité, c'est vraiment la périphérie, car c'est pas vraiment là que ça se trame en termes de mécanisme. Car ce sol est fait de vie, et vous allez voir là tout un tas de processus se dessiner qui permettent le reste, et qui permettent de dessiner finalement les paysages que vous voyez en surface. Alors, je voudrais commencer sur les mécanismes qui font le sol et qui font finalement la vie, en général, par cette image assez classique de ces feuilles que l'on balaye en ville quand vient l'automne. Dieu merci, on n'est pas obligé de balayer en forêt ou dans les champs. Que se passe-t-il donc? Sur le béton, sur le macadam, sur le gravillonnage, les feuilles qui tombent n'ont pas accès au sol. Lorsqu'elles ont accès au sol, elles sont rapidement dévorées et elles disparaissent. Le sol est un grand recycleur de matière organique, mais quand on n'a pas de sol, alors là, la matière organique s'accumule et ne se décompose plus. Cette décomposition, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, c'est une pomme qui va subir une évolution accélérée et où on va voir qu'en fait, elle se fait à partir d'un petit point dévoré par des bactéries et des champignons qui ont réussi à s'infiltrer dedans et qui petit à petit vont la manger, respirer, émettre du CO2 dans l'atmosphère, transformer la masse en éléments minéraux qu'ils rendent au milieu. Et ça, c'est ce qui se passe quand la matière organique touche le sol. Et ça a une conséquence importante, c'est qu'en dévorant cette matière, les organismes du sol vont en quelque sorte la recycler. Alors pour vous faire comprendre ça, je vous présente un rond de sorcière, c'est-à-dire un de ces cercles de champignons qu'on trouve dans des pâtures ou des prairies ou des jardins. Alors vous et moi, nous savons maintenant que quand à l'automne on voit ce cercle de parties émerger, ça veut dire qu'en dessous, il y a ce réseau de filaments microscopiques et que ce réseau de filaments microscopiques est donc disposé en couronne. En fait, quand on coupe ça, on comprend que ce qui se passe, c'est que ces filaments microscopiques croissent vers l'extérieur en dévorant des choses dans le sol, mais quand ils les ont mangées, eh bien, ils meurent de faim et finalement, ils disparaissent. Ce qui fait que ce cercle est limité par un cercle de croissance et un cercle de mort d'inanition qui fait que le mycélium est localisé sur une couronne et quand il fabrique des spores, eh bien vos champignons sont en cercle.
Ceci est réglé. Nous avons donc une nutrition active qui se produit dans la zone périphérique. Et pour le coup, cette nutrition active, c'est que la matière organique morte est consommée par le champignon qui en fait sa propre matière, mais il doit, comme vous et moi, également avoir de l'énergie et pour cela, il respire. Et quand il respire, c'est un feu. Le feu, ça produit du CO2, ça produit aussi de la vapeur d'eau, puis ça produit des cendres. Vous et moi, nous avons aussi des cendres. Nous les évacuons dans l'urine. Et dans l'urine, il y a de l'azote et du phosphate. Eh bien, les champignons évacuent aussi de l'azote et du phosphate qui va se retrouver libéré dans le sol. Et ça explique une chose, c'est que vous devinez peut-être sur ce cercle que l'herbe pousse mieux. Les déchets de la décomposition sont en fait des engrais pour l'herbe qui pousse. Alors, je vais vous montrer maintenant un rond de sorcière au printemps. On ne voit pas les organes reproducteurs du champignon, mais on voit très bien un cercle d'herbe verte. Et si cette image ne vous convient pas, je vous emmène dans les Pouilles, où là, vous verrez que l'herbe pousse nettement mieux sur le cercle où se trouve le mycélium du champignon. Et oui, cette décomposition, cette attaque de la matière organique relibère du CO2, de l'azote, du phosphate et d'autres minéraux qui vont servir à d'autres plantes à pousser. Ce qui fait que, comme disait Pasteur, avec une vision du microbe qui était très nuancée, vous allez voir, et pas simplement négative comme on l'imagine parfois, ce qui fait que si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux, qui ne se décomposeraient pas. Sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Ok, donc notre sol contient de la matière organique qui explique sa couleur noire et qui est en devenir. Elle est en attente et elle finira par être décomposée. Elle est en attente de décomposition. Mais vous le voyez bien sur cette image, il y a aussi dans le sol de la matière minérale issue de la roche sous-jacente, des morceaux minéraux, des morceaux de roche de toute taille. Alors, regardez ce qui se passe quand on trempe un petit cristal dans de l'eau. Il se dissout très 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 lentement. Et il se dissout par toute sa surface. Ici, j'ai mis dans de l'eau un petit cristal d'apatite, un cristal qui est riche en phosphate, ce qui n'est pas inintéressant pour les organismes. Et ce petit morceau-là s'est dissous, mais par toute sa surface. D'abord, il s'est très peu dissous, et il s'est dissous par toute sa surface, elle est encore lisse. Rajoutons dans l'eau où trempe ce cristal quelques gouttes d'un jus de sol. Et là, l'image est toute différente. La surface apparaît complètement grêlée. Le cristal s'est beaucoup plus dissous. Au fond de chaque trou, il y a des microbes qui sont en train d'aider à la dissolution de la roche, car c'est pour eux une source de phosphore. En fait, quand on met un morceau de roche dans l'eau, et dans le sol, il y a l'eau de la pluie, eh bien, il se dissout petit à petit, libérant du calcium, du fer, du potassium, du phosphate. Bon. Rajoutons des petits microbes qui colonisent cette surface et qui ont intérêt à récupérer certaines de ces substances. Non seulement par leur présence, ils retiennent l'humidité, ce qui va augmenter le temps où il y a de l'eau qui dissout la roche, mais en plus, ils émettent localement de l'acidité qui va activer la dissolution. Au total, la dissolution est plus rapide. Ça leur profite, mais ils travaillent salement. Il y a des fuites. Et ces fuites font qu'une partie de ce qu'ils ont dissous, et notamment des substances qui peuvent nourrir d'autres organismes, finit par s'en aller avec l'eau du sol, et ceci contribue à la fertilité du sol, non seulement pour eux, mais aussi pour d'autres. Et donc, on peut bien dire que le sol, la vie dans le sol, conduit à ce que cette matière organique qui est présente dans le sol soit décomposée, à ce que la matière minérale qui est dans le sol soit lentement altérée. Alors, c'est lent, donc il y a un stock en attente, mais c'est une salle d'attente pour la décomposition et l'altération. Mais ce n'est pas fini. Parce que dans un sol, il y a aussi des trous. Des trous qui sont remplis d'eau et de gaz. Et oui, il y a une atmosphère du sol. Il y a des gaz dans le sol. Et ces gaz, qui viennent de l'atmosphère en partie, mais pas seulement, vous allez voir, qui viennent aussi de la vie du sol, ils sont extrêmement importants. Par exemple, plus vous vous enfoncez dans un sol, moins il y a d'oxygène. Parce qu'en fait, l'oxygène est capté par des organismes, dont des animaux, mais aussi des bactéries qui l'utilisent, ou des champignons, qui l'utilisent pour respirer. Et donc, plus vous vous enfoncez, plus vous avez de CO2, puisque c'est un produit de la respiration. Et l'histoire, c'est qu'en fait, votre sol, comme on dit, respire, c'est-à-dire que ses habitants respirent, et ils consomment de l'oxygène, ce qui fait que plus on est en profondeur, plus l'oxygène a été consommé avant d'arriver en profondeur,
Et ils produisent du CO2, ce qui fait que plus on est en profondeur, plus il y a de CO2 produit qui peine à s'évacuer. Vous voyez que d'ailleurs, du coup, la composition de l'air du sol dépend en partie de la vie aussi. Les gaz viennent de l'atmosphère, mais ils subissent des modifications par la vie qui se trouve là. Et parmi tous les gaz de l'atmosphère, il y en a un qui a une importance particulière pour le sol, parce qu'il explique la présence dans le sol d'un atome, d'un élément, qui n'existe pas dans la roche, et qui est pourtant abondant dans les sols et dans les plantes qui poussent dessus. Vous avez idée duquel ? Ah ben, très bien, c'est l'azote. Alors, on sait par exemple qu'il y a des plantes qui enrichissent le sol en azote. On les appelle des engrais verts. Pourquoi ? Parce qu'elles transforment l'azote atmosphérique en azote protéique, ammoniacal ou nitrique, enfin en azote utilisable par le vivant. Alors, disons-le tout de suite, cette opération, la fixation de l'azote, c'est pas elles qui le font. C'est une usurpation. Vous allez retomber sur des microbes, vous allez voir. En réalité, ces plantes, les trèfles, les luzernes, les pois, les haricots, effectivement enrichissent le sol en azote. Mais l'histoire est beaucoup plus compliquée qu'une simple histoire de plantes qui seraient capables d'exploiter l'azote de l'air. En réalité, quand vous inspectez leurs racines, vous vous apercevez qu'elles portent des jolis renflements roses qu'on appelle des nodosités. Et ces renflements roses sont en fait des élevages de bactéries du sol que la plante recrute dans le sol et qu'elle nourrit avec des produits de sa photosynthèse. Et ces bactéries, les rhizobiums, ce sont elles qui sont capables de transformer l'azote gazeux de l'atmosphère rentré dans le sol en acides aminés et d'en donner une partie à la plante qui du coup va être elle-même très riche en azote. D'ailleurs, nous consommons les graines de ces plantes-là sous le nom de protéagineux parce qu'elles sont très riches en protéines. Mais en fait, c'est les bactéries qui font le travail. Les plantes ne sont que des immeubles à bactéries dans cette histoire-là. Néanmoins, quand la plante et ses bactéries finalement à leur mort retournent au sol, elles vont être lentement décomposées et redonner de l'azote qui, lui, sera maintenant de l'azote de l'azote du sol, utilisable par les plantes et les organismes du coin. Il y a aussi des bactéries libres qui, moins efficacement, car elles ne sont pas nourries par des plantes, sont capables de faire ça, des azospirillum ou des azotobactères. Et toutes ces bactéries, toutes ces plantes qui abritent ces bactéries, finalement, leurs acides aminés et leur azote organique va à un moment ou à un autre se décomposer et nous redonner l'azote minéral, comme les nitrates par exemple, qui, dans les sols, sont la réserve utilisable par tous. Mais l'azote du sol vient de l'atmosphère. Et il illustre que les gaz aussi qui pénètrent dans le sol sont en devenir sous l'effet de la vie. Voilà, le sol c'est de la matière organique en devenir, de la matière minérale en devenir, de l'atmosphère en devenir. Et tout ça marié sous l'effet de la vie. Donc vous voyez que quelque part cette diversité, notamment de micro-organismes, parce que là on n'a pas vu trop d'animaux, elle construit le sol, ce sol est fait de vie, mais et alors, rassurez-vous, vous allez voir arriver les animaux, parce que les gens aiment bien quand il y a des animaux qui bougent, donc on va avoir des animaux qui bougent. En fait, tout ça est animé par la vie, et là, vous allez voir, les animaux font leur travail. Oui, parce que vous observez que, bien sûr, il y a plus de matière organique vers le haut, là où tombent les débris. Bien sûr, il y a plus de matière minérale vers le bas. Mais il y a quand même une tendance au mélange. C'est pas l'un sur l'autre, c'est un peu touillé. Alors, qu'est-ce qui mélange ? Ah, voilà. Alors là, les vers de terre. Nous avons un film accéléré qui nous montre des vers de terre en train de triturer un terrarium dans lequel on a déposé des couches claires et des couches sombres. D'ailleurs, les couches claires, c'est de la matière minérale, les couches sombres, c'est de la matière organique. Vous voyez que les jours passant, et ici un peu plus vite d'ailleurs que dans nos vies à nous, les jours passant, eh bien, ils commencent à tout mélanger. Effectivement, l'activité incessante des vers de terre crée un brassage. Mais c'est pas seulement un brassage par leur mouvement. Ce sont des agents du mélange bien au-delà simplement de la perturbation mécanique et de l'agitation qu'ils créent. Pourquoi ? Vous voyez qu'on commence à plus trop voir les limites, et c'est ça qui se passe dans les sols. Beaucoup de sols sont lentement touillés par de la vie de vers de terre, mais pas que. Aussi touillés par l'alimentation des vers de terre. Les vers de terre absorbent de la matière organique, des déchets de plantes, qui sont riches en bactéries qui s'en nourrissent. Mais ne vous leurrez pas, ces débris de plantes sont peu digestes pour eux, voire contiennent des tanins ou des terpènes assez toxiques pour les vers de terre.
Alors, ils mangent aussi des grains de sable, parce qu'ils ont un jabot musculeux qui va broyer leurs aliments, mais tout comme les poules, le broyage est plus efficace si on ajoute alors pas des cailloux, parce que c'est pas des poules là, mais si on ajoute des grains de sable. Donc ils mangent des grains de sable, et puis ils complètent en mangeant de l'argile. Pourquoi ? Parce qu'ils font exactement comme vous avec du smecta, qui est une argile. Quand il y a des toxines et que vous rajoutez de l'argile a tendance à fixer les toxines. Et donc ça leur permet de fixer toutes les toxines des plantes qui seraient négatives pour eux. Et donc, ils triturent tout ça, puis ils sont comme vous et moi, il leur arrive de passer aux toilettes. Alors, ils ne passent pas aux toilettes, ils font caca soit en surface, parce que c'est plus facile de faire caca en surface que dans son trou, soit dans un coin de leur trou. Et dans leur crotte, on retrouve toute la matière organique qu'ils n'ont pas digérée, puisque je vous rappelle que ce n'est pas la matière organique qui digère, bien mélangée avec des argiles, et bien mélangée avec éventuellement quelques grains de sable qui se sont échappés. Vous le sentez, le mélange, là, dans la crotte de vers de terre. Et certains sols sont en fait un empilement de crottes de vers de terre. Vous avez la formation de ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, le mariage étroit de la matière minérale et de la matière organique du sol. Tout ça, grâce aux crottes des vers de terre. Crottes surtout déposées en surface et qui font que dans les sols riches en vers, les objets s'enfoncent, car les vers ont tendance à manger en dessous et à chier par-dessus. Ici, nous sommes dans un cimetière irlandais dont on distingue la zone médiévale, la zone Renaissance classique et la zone moderne. Vous voyez que plus les tombes sont anciennes, plus elles se sont enfoncées jusqu'à disparaître complètement dans l'herbe. C'est les vers de terre, tout simplement. Et vous sentez que les objets finissent par transiter dans le sol, s'enfoncer pour ceux qui sont en surface et remonter pour toute la matière extraite par les vers de terre. Bon, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Contrairement à une image répandue, tous les sols ne contiennent pas de vers de terre. Il y en a chez nous qui n'en ont pas, les Landes bretonnes par exemple. Et puis il y a des continents où il n'y a pas de vers de terre. En Amérique du Nord, il n'y en avait pas. D'ailleurs, ils ont été introduits par l'homme, et c'est un désastre, parce que c'est une perturbation écologique majeure pour des plantes et des sols qui n'étaient pas adaptés à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un sol où il n'y a pas de vers de terre ? Qui mélange ? Vous allez voir que la réponse à cette question révèle toujours le même lancinant problème. Qui mélange ? Les microbes, c'est pas bête, il y en a qui... Vous allez voir qu'il y a des... Mais les microbes, bon, quand même, leur capacité, leur bras de levier quand ils mélangent... Mais il y en a qui, oui, un déplacement d'amibes, ça peut mélanger. Alors, j'ai les mammifères. Mais pourquoi, dans un monde où la masse qui vous entoure est faite de 95% de végétaux, vous ne les voyez pas ? Vous vous rendez compte du problème ? Votre monde, il est vert. Quand je monte à mes étudiants de Lyon, le tableau du Denis Rousseau, et je leur demande qu'est-ce que c'est, ils me disent de Lyon. Le Denis Rousseau, il a payé de la peinture verte. Il y a du vert partout sur cette toile. Il y a 2 pauvres taches brunes en forme de lion, et tout le monde voit que ça. Alors que c'est un tableau qui a coûté cher en verre. Bon. Et oui, les plantes, il ne faut pas oublier qu'il se passe des choses en dessous. Alors, bon, c'est un tout petit peu exagéré, c'est un des dessins d'Arnaud Raphaëlian. La réalité est qu'un tiers, comme je vous le disais, en moyenne, de la biomasse des plantes est souterraine. Et elle est surtout faite de racines fines, ce qui fait que vous et moi, quand on arrache une plante ou quand le vent a arraché un arbre dont ne vient que les grosses racines, nous négligeons que c'est réellement un tiers de la masse totale, la moitié de ce qu'on voit en surface qui est en dessous. Et que font ces racines ? Elles remontent des choses et elles en descendent d'autres. Par exemple, quand une racine pousse, c'est une intrusion de matière organique. Et la racine va libérer de la matière organique dans le sol en profondeur, soit par les fuites et les sécrétions qu'elle produit, 10 à 14% de sa photosynthèse, soit quand elle meurt, finalement, en laissant sur place de la matière organique. C'est donc la racine une injection de matière organique en profondeur. Cependant que les racines remontent des sels minéraux, de l'azote, du phosphate, mais aussi des choses comme de la silice, du fer, vers le haut, vers les feuilles, vers les parties aériennes. Et où finissent les parties aériennes ? Tôt ou tard, elles retombent en surface. Mais elles retombent au-dessus. Pensez par exemple que même si la silice est un composant de détail des arbres, il tombe 50 kg de silice par hectare et par an dans nos forêts avec les feuilles mortes. C'est donc un très lent et continu labour. Certes,
moins efficace qu'un labour humain, certes moins efficace qu'un labour de lombric, mais c'est un mélange perpétuel qu'exécutent les plantes. Pas besoin de verre pour mélanger un sol. Il suffit qu'il soit vert au-dessus. Les plantes y suffisent. Alors évidemment, vous avez dit, quelqu'un d'entre vous a parlé de microbes, et c'est vrai que les champignons, par exemple, en poussant, déplacent de la matière qu'ils ont prélevée à un endroit et qu'ils expédient dans les zones en croissance. C'est vrai que les microbes contribuent aussi, alors encore moins efficacement, mais contribuent aussi à des déplacements et à des mélanges. Et d'ailleurs, les plantes utilisent cette propriété des champignons. En effet, les racines des plantes sont très souvent associées à des champignons du sol qui les colonisent. Vous voyez que ce qu'on appelle des racines, souvent quand on passe au microscope et qu'on colore du champignon, eh bien on s'aperçoit que ça contient des filaments ici colorés en bleu de champignons. Et ces champignons, en réalité, font également des filaments dans le sol. Ils explorent donc le sol autour de la racine et ils vont aider la plante à se nourrir en transférant des aliments, de l'eau, des sels minéraux, depuis les endroits où ils sont, jusque vers la racine. En fait, ces racines sont ce qu'on appelle des mycorhizes. Elles contiennent du champignon, myco, et de la racine, rhiza, en grec. Donc c'est un mélange des deux. Et au niveau de ces racines colonisées qu'on appelle des mycorhizes, la plante donne du sucre au champignon qui lui permet de se développer, cependant que le champignon donne une partie de l'eau et des sels minéraux, azote, phosphate, potassium, voire du fer et d'autres choses, qu'il a été chercher dans le sol. Et cet échange, qui est vital pour 9/10 des plantes, il est basé sur le fait que justement les champignons ont capacité à déplacer des choses également. Pas avec l'amplitude d'un ver de terre, c'est sûr. Cette association augmente le contact entre le sol et la racine d'un facteur 10 000. Et elle permet à la racine d'explorer plus le sol par procuration pour un coût beaucoup plus faible, car pour faire la même longueur de filament et la même longueur de racine, il faut 100 fois moins de matière pour faire le filament, parce qu'il est beaucoup moins gros qu'une racine. Et en plus, il y a un autre rôle de ça, c'est que pour le champignon, la racine est devenue son garde-manger, et tout ce qui, dans l'évolution du champignon, lui a permis de protéger les racines a été sélectionné. Et donc ces champignons ont un rôle protecteur très fort, un rôle protecteur par rapport aux toxines du sol ou par rapport aux pathogènes. Et pour la plante, c'est non seulement un champignon qui va faire les courses, mais en plus qui garde la porte d'entrée. Voilà, alors ça veut dire que au total, vous avez de la matière organique, de l'atmosphère, de la matière minérale, en devenir, le tout chorégraphié, littéralement et physiquement chorégraphié par la vie du sol. Et un des résultats marginaux de cette chorégraphie, c'est que ça fait des trous. Trous à l'endroit d'une racine morte, trous à l'endroit du passage d'une amibe, trous à l'endroit d'un filament de champignon mort, trous à l'endroit du passage d'un ver de terre. Et ces trous sont remplis d'air ou d'eau. Et voilà, le portrait du sol est terminé, mais pas cet exposé. Car le sol existe hors de lui-même. Il n'existe pas que en lui-même. Et j'aimerais vous montrer le sol hors de lui. Et vous allez voir l'origine du monde. J'aimerais que vous réalisiez qu'avant qu'il y ait des sols, quand il pleuvait, l'eau partait en nappe ruisselante vers l'aval. On avait des crues énormes, puis entre deux crues, rien. Le sol est une éponge à eau, et l'eau qui arrive au sol va être en partie retenue, en partie elle va passer dans le sol, mais lentement, et donc vous allez avoir quelque chose qui va limiter les crues, et entre deux pluies, nourrir les rivières. Cette eau qui est retenue, elle va permettre de nourrir des plantes qui sont très exigeantes en eau. Vous savez que les plantes font monter les sels minéraux qu'elles reçoivent des champignons avec de l'eau qui s'évapore dans les feuilles. Et donc on ne peut faire une plante que si on a vraiment des grandes réserves d'eau, et ça, le sol, entre ses trous et sa matière organique qui retient l'eau, le sol, c'est quelque chose qui permet de retenir l'eau entre deux pluies. Et c'est pas rien ce qu'il faut. 1 hectare de forêt consomme 30 tonnes d'eau par jour. Alors ça paraît énorme, mais c'est pas énorme. Suivez mon raisonnement. 30 tonnes d'eau par jour, ça veut dire que sur tout cet hectare, c'est l'équivalent d'une lame d'eau de 3 mm.
Ça veut dire que chaque jour, une forêt consomme 3 mm de pluie. Sachant qu'il y a des feuilles 200 jours par an, ça fait 600 mm par an. Ça tombe bien, en France, il pleut souvent un peu plus, alors, voire plus encore, un peu plus de 600 mm d'eau par an. En dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt. Au-dessus de 600 mm, il y a de la forêt et en plus, il y a un peu d'eau qui part dans les rivières. Vous voyez que finalement, il n'y aura pas de plantes sans ce freinage de l'eau. Mais ce freinage de l'eau, il va quand même permettre à une partie de s'échapper, je le disais, mais avec un ruissellement retardé qui alimente le cours de nos rivières et qui évite qu'on soit soumis à des espèces de dynamiques d'oued avec de violents écoulements d'eau après la pluie et rien d'autre le reste du temps. D'ailleurs, cette capacité à retenir l'eau, je voudrais l'illustrer en faisant avec vous un petit tour par les Andes. Alors, les Andes et d'autres montagnes, d'ailleurs des régions tropicales, ont la caractéristique d'avoir des écosystèmes d'altitude très particuliers qu'on appelle les paramos, qui sont un joyau de biodiversité végétale, mais qui ont la caractéristique, pour des raisons diverses, d'avoir une matière organique très abondante qui ne se minéralise pas très vite. On a ici des sols qui contiennent jusqu'à 20% de matière organique. Ça fait du 850 tonnes à l'hectare, c'est énorme. Ces sols vont retenir l'eau, ils peuvent retenir jusqu'à 2,5 fois leur volume en eau. Et finalement, ces sols finissent par être, on le devine à l'écran, de véritables gels, sont des flancs. Et ces flancs s'écoulent lentement. Ces sols très riches en matière organique, qui retiennent bien l'eau avec cette matière organique, s'écoulent lentement, et c'est eux qui sont les châteaux d'eau des grandes cités andines, Quitos, Bogota. Et malheureusement, d'ailleurs, aujourd'hui, la maltraitance de ces sols par des défrichements et des pâturages intensifs met en péril les réserves d'eau de ces villes. Mais quoi qu'il en soit, c'est des sols assez emblématiques de la capacité à retenir l'eau. Elle est là poussée jusqu'à un degré incroyable, 2,5 fois leur poids en eau. C'est énorme. Vous voyez que donc, la façon dont se comporte l'eau autour de nous est une des constructions des sols qui va bien au-delà d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Après le climat et le cycle de l'eau, je voudrais vous emmener à la plage. Alors voilà un endroit qui m'est cher, qui n'est pas très loin d'ici. Nous sommes à Belle-Île. Et on voit que l'eau est assez verte. On devine, quand on sent les microbes, que cette eau-là, elle n'a pas la couleur bleue des eaux pures, elle est déjà très riche en algues. Et on sait très bien, en fait, que les zones côtières sont très riches. Regardez les zones de l'océan où il y a de la productivité, c'est-à-dire où sont produits des petites algues planctoniques, des petits animaux du plancton, des plus gros animaux qui mangent des petits animaux du plancton, des plus gros animaux qui les mangent, et du poisson. Vous voyez que les zones où ça se passe, c'est contre les continents. Alors, il y a deux raisons à ça, mais une raison essentielle, c'est que tout simplement, c'est dans la mer que finissent les eaux qui sont passées dans les sols, puis dans les rivières, puis dans les fleuves. Et au passage, ils ont emmené des choses des sols. D'ailleurs, ça peut se voir à leur physionomie. Ils ont emmené des choses et en réalité, ils fertilisent l'océan. Voilà sur les quais de Gironde, où toute cette richesse minérale charriée va aller fertiliser l'océan. Et oui, parce qu'au milieu de l'océan, il n'y a rien. Regardez. Il n'y a pas grand-chose. Quand il y a un cadavre, il n'y a pas de sol. Le cadavre d'unicellulaire ou de poisson, il sombre au fond de l'océan, emmenant corps et biens son azote, son phosphate, son potassium, son fer, etc. Il n'y a pas de recyclage dans la zone où il y a du soleil. Et donc, dans l'océan, la surface de l'océan est condamnée à un appauvrissement perpétuel. Sauf là où arrivent ces larmes de sol que sont les fleuves. Les sols pleurent dans l'océan et nous expliquent un point d'actualité, c'est que quand on est pêcheur en Bretagne, on n'a pas envie de faire 50 ou 150 km pour aller vers le cœur de l'océan, on a plutôt envie de faire 50 ou 150 km pour aller sur les côtes britanniques. C'est un enjeu de survie. Voilà, comme quoi l'actualité peut s'expliquer par les sols. Et comme quoi, quand vous regardez votre assiette, vous ne devez pas penser que les sols y fournissent seulement ce qu'ils ont produit par les plantes qui y poussent ou les animaux qui y paissent, mais aussi par les océans. Voilà une nourriture venue du sol. Vous voyez que ce sol hors de lui, il contribue au climat,
il régule le cycle de l'eau, il fertilise les eaux et il nourrit l'humanité en général. Et donc le sol n'existe pas qu'en lui-même, mais en de multiples autres façons en quoi il est l'origine du monde. Alors que faisons-nous de ce sol ? Eh bien c'est ici, et je rejoins Maët, il y a deux sens au mot piétiner, c'est ici que nous le piétinons un peu au sens négatif. Car n'ayant pas réellement compris ces perspectives qu'a dégagées l'écologie des sols récemment, nous avons fait des gestes intéressants à court terme, mais nuisibles à long terme. Le labour. Alors le labour, on a déjà évoqué certains de ses défauts, mais j'aimerais d'abord, sur cette image qui peut paraître normale, cet hiver qui commence, tout le monde est préparé à voir des paysages bruns. Dois-je vous rappeler que jamais les sols n'ont été nus ? Il y a toujours eu quelques restes de plantes, sinon quelques plantes vivotantes, même au cœur de l'hiver, pour les couvrir. Ça, c'est une image complètement inhabituelle. Alors, cette image, elle résulte, ou elle implique, la destruction de la vie du sol. Cette image, par exemple, d'oiseaux qui volent derrière un tracteur, je ne parle même pas de la poussière, qui est un début d'érosion par le vent. Mais regardez, ces oiseaux-là, ils ne sont pas là sans que ça ait un prix pour le sol. Ils sont en train de se gaver de petits animaux du sol et de vers de terre. C'est l'image d'un holocauste. Ceci est l'image d'un holocauste. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les vers de terre qui morflent. Les champignons au corps délicatement constitué d'un réseau de filaments se font déchirer dans le labour. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'espèces qui n'y survivent pas, de telle sorte que, assez souvent, il y a moins d'espèces dans le sol quand on le laboure que quand on ne le laboure pas, à sol identique. Alors, le paradoxe, qui pourrait vous paraître positif, mais en fait, ça ne remplit pas les mêmes fonctions dans le sol, c'est qu'il y a souvent plus d'espèces de bactéries. Il y a des espèces qui arrivent à s'installer et qui ne s'installaient pas tant que la compétition des champignons les empêchait de s'installer. Mais une bactérie, en termes de fonctionnement du sol, ne remplace pas un champignon. On voit bien ici l'image d'une perturbation avec certains groupes qui prolifèrent en nombre d'espèces et d'autres qui, au contraire, régressent. Le labour est donc, par rapport à la vie du sol, bel et bien un problème. Néanmoins, il y a certaines espèces qui s'installent, notamment ces bactéries, et qui vont bien aérer, respirer plus. Et je vous l'ai dit, cette respiration accrue du sol, elle fait que vos sols agricoles vont déstocker de la matière organique et contribuer à l'effet de serre. Si vous regardez la teneur en matière organique des sols de France, vous retrouvez, ici avec des ronds qui sont d'autant plus gros qu'il y a de matière organique pour chaque case de la carte de France, vous retrouvez les plaines du bassin parisien, vous devinez la plaine rhénane, la vallée de la Saône puis du Rhône, vous voyez très bien le Languedoc-Roussillon, dont les sols sont bien aérés et respirent beaucoup, vous voyez très bien le bassin aquitain, sauf la forêt, évidemment, des Landes, qui, elle, stocke du carbone. Donc on a vraiment un déstockage de matière organique, et ça, c'est une catastrophe, car la matière organique, c'est elle qui nourrit les microbes le lendemain, là, il n'y en a plus beaucoup. C'est elle qui stabilise les trous et qui fait la porosité. C'est elle qui retient l'eau parce qu'elle a de l'affinité pour l'eau. Et donc, vous obtenez un sol qui s'érode plus facilement, qui nourrit moins bien ses microbes, et puis qui lutte moins bien contre l'effet de serre, puisqu'il déstocke du carbone. Alors justement, venons-en à l'érosion. Notre sol qui a moins de matière organique, la matière organique, c'est un peu la colle dans le sol. Les débris d'organismes morts, c'est poisseux. Les débris de gel de verre, c'est poisseux. Ces sols qui sont déstructurés, les filaments de champignons sont arrachés, les racines sont arrachées, il y a moins de matière organique, donc les éléments du sol collent moins, ces sols partent beaucoup plus vite, soit dans l'air, soit surtout dans l'eau. Et vous avez cette image habituelle, après une pluie, de présence d'eau colorée sur la route ou d'eau colorée dans les rivières. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Allez voir les mêmes rivières à côté ou les mêmes ruisseaux à côté dans une forêt. L'onde est claire, ainsi qu'au plus beau jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui partent. Il y a un peu d'érosion là, mais il y en a beaucoup moins. À vrai dire, il y en a 10 à 100 fois moins d'érosion quand on ne laboure pas. Et le labour favorise l'érosion. Il favorise même, dans certaines circonstances, l'érosion par le vent. Et là, nous allons, dans les années 30, au Texas, avec ce qu'on a appelé le Dust Bowl, qui a été cette gigantesque érosion par le vent des sols qui avaient été cultivés de façon, et très labourés, de façon inappropriée. On a scalpé les sols de certaines exploitations à cause de vents qui ont emporté
le sol, et ce sol s'est redéposé sur d'autres exploitations. Alors vous allez me dire, elles ont gagné du sol, mais elles se sont surtout trouvées complètement enfouies dans le sol. Ça a entraîné la migration de dizaines de milliers d'agriculteurs ruinés, et ça a inspiré à Steinbeck les raisins de la colère. La colère d'avoir tout perdu. Ce qui a commencé par la perte des sols. Et qui a fait dire à Roosevelt qu'un pays qui ne s'occupait pas de ses sols méprisait son avenir. C'est à méditer, hein. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité sur Terre, c'est l'histoire de l'emballement, de l'érosion. Et on compte aujourd'hui que sur les 80 à 100 milliards de tonnes de sol qui retournent chaque année à l'océan, 50 à 90%, ça dépend des estimations, n'y retourneraient pas si on n'avait pas des sols labourés. Donc à court terme, nos anciens ne s'y sont pas trompés. Le labour était une pratique qui avait l'intérêt de désherber, d'aérer et de rendre poreux le sol, facilitant la pénétration et la respiration des racines, et de remonter la fertilité. Oui, mais ça perturbe la vie du sol tout autant que ça perturbe les racines des plantes que l'on souhaite tuer. Ça aère et ça rend poreux, oui, mais ça détruit la matière organique avec tous les effets secondaires sur la rétention de l'eau, la capacité du sol à résister à l'érosion et à nourrir des microbes, ou à lutter contre l'effet de serre. Et puis certes, ça remonte la fertilité, mais comme l'érosion est accrue, lentement, nous perdons ces sols. Nous avons tous, visitant les grandes cités de la Grèce antique ou de la Rome antique, vu ces cités au milieu de grandes campagnes au sol squelettique. Et nous nous sommes dit, ah oui, bien sûr, les sols méditerranéens, ils sont squelettiques. Pensez-vous vraiment que nos anciens aient installé ces villes loin des endroits où était produite la nourriture? Non. Ils les ont installées au milieu de plaines fertiles. Ils les ont labourées 4 à 5 000 ans. Et le résultat, il est là. C'est que le labour fait fondre les sols. Et ils disparaissent sous nos yeux. Alors, on a aussi eu des pratiques qui ont brillé par leur effet à court terme, mais sont dangereuses à long terme. Par exemple, des pratiques de pesticides. L'un d'entre eux, très discuté, le glyphosate, s'avère extrêmement toxique pour les vers de terre et notamment pour leurs cocons, c'est-à-dire les groupes d'œufs qu'ils laissent dans le sol et qui sont, après un labour, le seul espoir qui est des vers de terre de nouveau. De la même façon, le glyphosate est extrêmement toxique pour les spores des champignons qui font les fameuses mycorhizes. Vous savez, ces associations avec les racines des plantes. Et après un labour, il n'y a que les spores de ces champignons qui puissent leur permettre de se développer à nouveau et de refaire des mycorhizes. Eh bien, le glyphosate est extrêmement toxique pour ces champignons. Le glyphosate n'est pas calculé pour tuer ça, c'est un herbicide, mais il a cet effet secondaire. Il est donc incompatible avec les mécanismes qui mettent en place les sols et leur exploitation par les plantes. D'autres intrants sont les engrais minéraux. On a remplacé la matière organique, dont la décomposition, le fumier par exemple, dont la décomposition libère de l'azote, du phosphate, du potassium et toutes ces choses-là, on a remplacé ça par des engrais minéraux, c'est-à-dire du nitrate, du phosphate, du potassium sous forme minérale. Évidemment, les plantes poussent bien, mais regardez, une plante qui a beaucoup d'azote et de phosphate ne va plus payer les champignons pour aller faire les courses. Elle n'interagit plus avec les champignons mycorhiziens, parce qu'elle peut se nourrir toute seule. Si vous habitez au-dessus d'une boulangerie, vous ne payez pas un gamin pour aller chercher du pain. Vous allez le chercher vous-même. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est que quand on rajoute des engrais, on voit que, alors même que la quantité de champignons pathogènes du sol reste constante, la quantité de champignons capables de faire des mycorhizes s'écroule, parce qu'ils ne sont plus nourris par les plantes. Au passage, la plante perd aussi leur effet protecteur. Et ça appelle des pesticides. Donc c'est une logique qui a nourri l'humanité. Il faut bien comprendre que pesticides et engrais ont stabilisé la quantité d'aliments et nous ne souffrons plus de famine. Mais aujourd'hui, nous voudrions réduire les effets secondaires de cela, et sur notre santé, et sur celle des sols. D'autant plus que ces engrais, amenés en grande quantité, ils sont certes plus faciles à attraper pour la plante, mais il y en a tellement qu'il y a des fuites. Et ces fuites finissent, on le sait, dans les rivières, puis dans les fleuves, puis dans la mer. Et on redémontre ici ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que les sols abreuvent, alimentent les océans. Ça finit en marée verte sur les côtes bretonnes ou en marée brune sur les côtes caraïbes. Ça finit en engrais pour algues et ça fait ces marées d'algues qui n'en finissent plus d'essayer de se décomposer et de nous empuantir la vie à coups d'hydrogène sulfuré.
Donc vous voyez que finalement, nos pratiques de labour, nos pratiques d'intrants sont problématiques, mais il y a une dernière pratique qui montre que ce n'est pas que les agriculteurs qui foutent le bordel. Nous foutons le bordel collectivement. D'abord parce que nous achetons les produits agricoles et donc nous les validons quelque part et nous validons les pratiques qui sont derrière. Mais aussi, un autre problème est l'artificialisation, l'extension de nos villes et de nos infrastructures de transport. Bon an, mal an, c'est un département français de taille moyenne qui est soustrait à la surface agricole utile tous les 7 à 10 ans. Et d'une façon paradoxale, on voit s'étendre des villes alors que d'autres meurent. J'étais la semaine passée à Sainte-Foy-la-Grande, puis à Périgueux, ville dont les centres-villes peinent à entretenir ce qui fut leur grandeur et leur formidable patrimoine architectural. Et pendant ce temps-là, quelques pas de là, en prenant le train pour retourner à Paris, je voyais les quartiers en construction dans la périphérie de Bordeaux, au détriment de sols agricoles fort fertiles. Or, vous savez, les sols, quand on les a perdus, on ne les refabrique pas. Il faut de l'ordre d'un millénaire chez nous pour faire un sol. En sorte qu'un sol est quelque chose qu'on hérite et qu'on doit transmettre. Nous pouvons en encaisser les intérêts qui sont la production de matières organiques, de viande animale ou de végétaux. Mais que les intérêts. Nous devons préserver le patrimoine. Or, aujourd'hui, notre façon de produire augmente les intérêts au détriment du patrimoine qui fond et qui disparaît parfois physiquement. Notre sol est piétiné par l'excès de labour. Il est piétiné par les pesticides, par les engrais minéraux et par l'artificialisation. Mais je vous ai décrit l'une des plus belles et des plus complexes constructions du vivant que je connaisse. Le sol est beau. Son étude est, à mon sens, et je suis très sincère en disant ça, a une dimension esthétique. C'est quelque chose d'absolument superbe. Je ne vous en ai montré que ce qu'une heure peut permettre d'en montrer, c'est-à-dire rien. C'est quelque chose d'absolument superbe dont la compréhension nous donne aujourd'hui des perspectives pour une agriculture sans labour, une agriculture basée sur le recyclage de la matière organique, une agriculture qui lutte contre l'effet de serre. La bonne nouvelle, c'est que le sol est plein de vie, il est fait de vie, il est animé par la vie. Il existe en de multiples fonctions que nous voulons voir préservées hors de lui. Et s'il est piétiné aujourd'hui, nous avons, dans la connaissance des sols, toute la capacité de les faire vivre demain et de continuer à profiter de ce que nous croyons naïvement être les écosystèmes terrestres, mais qui ne sont que la surface, la piètre surface, la maigre surface, la pauvre surface en diversité d'organismes et d'interactions, de ce qui est bel et bien l'origine du monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire les sols. Voilà.